RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Xavier Iacovelli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine et secrétaire général délégué de Renaissance. Alors, Donald Trump a dévoilé hier son plan de paix pour le Proche-Orient, que le Premier ministre israélien a accepté lors d'une conférence de presse commune. Croyez-vous aux chances de succès de ce plan de paix ? Déjà, je l'espère, parce que je pense que c'est la seule voie aujourd'hui possible pour une paix dans la région, pour la libération des otages et de faire en sorte que les civils ne soient plus tués quotidiennement. Donc oui, j'espère que ce plan qui a été préparé avec plusieurs autres pays, dont des pays arabes, des pays bien sûr européens, dont la France, nous puissions aller vers un processus de paix. Nous attendons maintenant le retour du Hamas, en sachant pertinemment que c'est le seul moment où nous demanderons l'avis du Hamas, puisque dans le plan, il est bien indiqué qu'ils seront en dehors de toute solution politique pour la suite pour Gaza. Est-ce que vous reconnaissez au président américain le mérite de mettre une certaine énergie à parvenir à la paix ? Oui, c'est sûr que quand on est la première force mondiale, on a cette capacité à agir. J'aurais aimé d'ailleurs que ça intervienne un peu plus tôt. Peut-être que ça aurait évité... Vous voulez dire sous un autre président ou... Non, je parle de un peu plus tôt dans le mandat de Donald Trump. Il avait effectivement laissé peut-être un peu trop les choses se faire à Gaza et en Israël, et peut-être qu'il aurait fallu intervenir un peu plus tôt. Maintenant, ça arrive, le plan est proposé. Je pense qu'il faut saluer cette initiative américaine et celui du président américain, et je suis loin d'être un fan du président américain, mais pourtant je salue cette initiative, et ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens aussi de tous ceux qui ont essayé, la France compris, d'intervenir pour régler cette situation catastrophique. Qu'est-ce qu'elle a fait la France pour essayer de régler le problème ? Je pense qu'il y a eu des interventions régulièrement auprès des Israéliens, auprès des autres pays arabes également, pour trouver une solution, avec le Qatar notamment, pour la libération des otages, parce que c'est avant tout la priorité, la libération des otages, le désarmement du Hamas, et faire en sorte que les civils gazaouis ne soient plus bombardés quotidiennement. Alors en France, on devrait être fixé dans la semaine ou en fin de semaine sur le futur gouvernement Lecornu. D'abord fixer les orientations politiques avant les personnalités, c'est-à-dire ce qu'il a dit dans une interview, le quoi avant le qui. Est-ce selon vous la bonne méthode ? On voit que le Premier ministre prend son temps. Est-ce que ça a des chances d'aboutir ? On peut dire tout ce temps pour arriver à un échec, c'est pas possible ? Il prend son temps justement parce que rien n'est évident. En fait, s'il y avait une majorité claire et des accords clairs de coalition ou d'accords de non-censure évidents au sein du Parlement, le gouvernement aurait été déjà annoncé. Et donc oui, je pense que c'est intéressant et c'est à saluer que le Premier ministre essaie de tout faire. Et je remarque aussi, il essaie de tout faire, mais pas dans des postures. On le voit rarement à la télé, rarement faire des déclarations. Lorsqu'il sort, c'est pour annoncer un certain nombre de caps à la fois programmatiques ou d'enjeux sur la composition du gouvernement. Il l'a dit, il va le repartir d'une page blanche, c'est-à-dire que ce n'est pas le budget de François Bayrou revisité. Ça sera le projet du Premier ministre Lecornu, qui sera in fine amendé par le Parlement, par les deux chambres, et c'est ce qu'il a dit. À la fin, ça ne sera pas le budget Lecornu, ça sera le budget de compromis du Parlement. Quand il dit « je suis sous la tutelle du Parlement »,
c'est la vérité, mais est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance et ça fait un petit peu quatrième République? Mais c'est la vérité et c'est plutôt favorable pour le Parlement. Moi, je trouve que les parlementaires, on est les représentants du peuple et donc c'est tout à fait logique qu'on puisse... On a dans notre mission le contrôle du gouvernement. Et donc, qui dit le contrôle du gouvernement dit que le gouvernement ne peut pas faire seul un certain nombre de choses. Nous devons être force de proposition et c'est pour ça que pendant l'été et encore depuis le mois de septembre, nous sommes plusieurs à faire des propositions au nouveau Premier ministre sur un certain nombre d'items qui sont les nôtres pour à la fois avoir des dépenses amoindries ou des recettes supplémentaires, mais en tout cas de faire en sorte que notre pays puisse sortir de cette crise économique, sociale et surtout politique. On voit bien que le chemin est tout de même extrêmement étroit pour le nouveau Premier ministre. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, d'éviter la censure ? Je pense qu'il y a des discussions aujourd'hui avec la gauche modérée, avec le Parti socialiste, qu'il faut continuer. Le Premier ministre est quotidiennement en lien avec eux et je pense qu'ils ont besoin d'avoir un gain politique. Et il faut on puisse, au niveau du bloc central, renoncer à un certain nombre de points. Je pense que je ne vois pas le Parti socialiste voter le budget. Mais déjà, si on a un accord de non-censure parce qu'ils ont obtenu un certain nombre de gains politiques sur leur programme à eux, et je ne parle pas du programme du NFP, je parle du programme du Parti socialiste, je pense que ça ira dans le bon sens. Après, il faut que chacun prenne ses responsabilités aussi. Aujourd'hui, on parle du budget de la France, on parle de l'avenir de la France, on parle d'un budget il y aura 2 budgets qui ne vont pas être réduits en 2026. Le budget de la défense, puisqu'il en va de notre souveraineté territoriale, de notre souveraineté aussi européenne, et de la défense de nos valeurs, et puis le budget de la dette qui, lui, de toute façon, ne diminuera pas. Tous les autres ministères devront faire des efforts, et c'est l'enjeu aujourd'hui de la construction de ce budget autour du Premier ministre. Pourtant, là, quand on entend les socialistes, à la sortie de Matignon, régulièrement, on entend dire derrière que c'est plutôt la censure qui va l'emporter. Donc cet espace de compromis dont vous parlez, d'abord, est-ce qu'il en reste un? Et alors que Sébastien Lecornu a évacué très vite la taxe Zuckman, le retour de l'ISF et la réforme des retraites. Et c'était un peu les lignes du PS. Donc sur quoi négocier maintenant? Mais un compromis, c'est pas vous prenez mes propositions et sinon on censure. Un compromis, c'est on fait un pas chacun vers l'autre. Oui, on a des problèmes de recettes. Oui, on a aussi des problèmes de dépenses. Et des dépenses qui sont aujourd'hui inconsidérées, notamment sur l'aspect social. C'est le premier budget de l'État au niveau des dépenses sociales, en tout cas le budget de la sécurité sociale, et le premier budget, c'est plus de 700 milliards d'euros. Donc oui, on a besoin aujourd'hui de rationaliser, de faire en sorte de continuer à protéger et toujours plus protéger les Français, mais de protéger seulement ceux qui en ont réellement besoin. Et peut-être, c'est ce qu'il a dit, il y aura une augmentation d'impôts pour certains et une diminution d'impôts pour d'autres. Et c'est ça aussi la justice fiscale, c'est de faire en sorte que tout le monde contribue à hauteur de ses moyens, et une justice sociale aussi pour faire en sorte d'aider ceux qui en ont réellement besoin, mais avec Qu'est-ce que votre parti a été demandé à Sébastien Lecornu hier, par exemple? Parce que Renaissance, vous étiez dans le bloc... je laisserai Gabriel Attal parler au nom de Renaissance. Vous êtes un peu au courant, quand même. Moi, j'ai fait un certain nombre de propositions sur la question des allocations familiales, sur la question d'une contribution santé pour la prévention qui coûte aujourd'hui 125 milliards de dépenses sur les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le surpoids, notamment chez les enfants. Donc, il y a besoin aussi d'intervenir sur la surconsommation de sucre, sur les médicaments à l'unité. Je pense qu'il y a un gâchis énorme aujourd'hui sur les médicaments sur lesquels il faut qu'on puisse s'engager et avoir certainement plus de contrôle. Un contrôle aussi beaucoup plus renforcé sur tout ce qui est fraude sociale et fraude fiscale. Je pense qu'il y a de quoi faire à ce niveau-là. Est-ce que cela peut suffire de satisfaire les attentes des socialistes? Est-ce qu'il ne faudra pas aussi répondre aux attentes du Rassemblement national, qui est le premier groupe à l'Assemblée nationale, et aussi à celles des Républicains? Mais les Républicains, je pense qu'on y répond. On travaille avec eux dans un socle commun depuis le gouvernement Barnier, et nous n'avons pas vocation à nous séparer d'eux, notamment parce que... Oui, mais vous voyez bien, par exemple, que le Parti socialiste ne demande pas de réduction d'impôts, mais que le Rassemblement national et les LR en demandent. Oui, mais vous avez raison, mais sauf que le problème, c'est que le Parti socialiste ne peut pas continuellement
proposer des taxes nouvelles, des taxes supplémentaires, des impôts nouveaux, alors que nous sommes déjà le pays le plus taxé avec les prélèvements le plus important au monde. Et donc, on a besoin d'avoir une efficacité de l'impôt. Réduire la voilure de notre budget, ce n'est pas forcément augmenter les impôts, c'est aussi rationaliser et faire en sorte que 1 euro dépensé soit 1 euro utile pour les Français. Et donc, oui, effectivement, il faut faire en sorte que les impôts soient utiles, qu'on n'ait pas une multiplication des taxes et des surtaxes qui peut-être a un peu la facilité dans notre pays, mais plutôt voir la dépense moindre. Mais par contre, je pense effectivement qu'il faut qu'on ait un vrai discours sur la taxation des plus hauts revenus, la lutte contre l'optimisation fiscale qui aujourd'hui rend injuste cette fiscalité, où on a l'impression que la classe moyenne paye plus proportionnellement que les plus hauts revenus. Alors, il y a un sondage IFOP sur la présidentielle qui vient d'être publié aujourd'hui, qui rebat les cartes avec un rassemblement national en tête, entre 33 et 35%. Édouard Philippe, après, entre 16 et 19. Mais la surprise, c'est le bon score de Raphaël Glucksmann, de Place Publique, entre 14 et 16. Et la dégringolade pour Gabriel Attal, 10%. Est-ce que cela veut dire que le macronisme est en phase d'extinction ? Non, moi je vois que les 3 candidats qui pourraient se maintenir en cas de présidentielle, qui ont été testés, effectivement, doivent s'entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le socle commun a besoin d'avoir un seul candidat. Donc, est-ce que ça passera par des discussions avec les différents partis du socle commun actuel ? Est-ce que ça passera par une primaire ? Moi, je suis incapable, à 1 an et demi des élections, de vous répondre sur ce point-là. Mais en tout cas, ce qui est clair... Avec qui ? J'ai pas saisi. Je pense aujourd'hui que les partis qui composent le socle commun, qui sont aujourd'hui au gouvernement, doivent s'entendre. À vous dire LR, le MoDem, Horizon, tout ça, une primaire. Horizon, Renaissance, je n'ai pas parlé de mots primaires. J'ai dit qu'en tout cas, il faut qu'on s'entende. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte d'avoir un seul candidat. Si on ne veut pas avoir à choisir entre la gauche, et c'est peut-être Mélenchon, parce que Mélenchon n'est pas si loin que ça de Raphaël Glucksmann dans ce sondage, si on ne veut pas avoir le choix entre Bardella et Mélenchon, effectivement, il faut que le socle commun puisse être responsable et organiser, comme on l'a fait pour le gouvernement, autour d'un projet pour les Français. Celui qui s'en sort le mieux dans cette enquête d'opinion pour l'élection présidentielle, dans ce que vous appelez le socle commun, c'est Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous pensez qu'il représente aux yeux des Français, Édouard Philippe ? Je pense que ça a été un très bon Premier ministre, qu'il a montré qu'il savait tenir la barre lorsqu'il était en charge du gouvernement et de la nation, notamment pendant la crise de la Covid. Oui, mais est-ce qu'il incarne autre chose ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est une figure vers laquelle on se tourne, qu'il a une pensée, qu'il a une vision ? Je pense qu'il a une vision, et de toute façon, tous les candidats aujourd'hui qui sont testés ont une vision, qu'on partage ou pas, mais ils ont tous une vision et un projet pour la France. Après, effectivement, je pense que le projet d'Édouard Philippe est intéressant. C'est celui qui a été aussi porté depuis 8 ans et qui, forcément, il y a quelques différences, puisque sinon on serait tous dans la même famille, dans le même parti politique. Il y a quelques différences, mais le projet est le même. La volonté de rassembler et de dépasser aussi un certain nombre de clivages. Et je reprends la phrase d'ailleurs d'Édouard Philippe qui parlait que les poutres continuent à bouger. Et donc je pense que les poutres vont encore continuer à bouger d'ici les élections municipales et qu'on devra de toute façon continuer à se parler et à travailler ensemble. Vous avez pris connaissance de ce qu'a dit aujourd'hui le sénateur Les Républicains Roger Carucci, qui a jeté un pavé dans la mare, on peut dire. Je le cite, il va falloir, a-t-il dit, réfléchir sérieusement à ce que sont les deuxième tour d'élection. Moi, ajoute-t-il, jamais on ne me fera voter pour LFI parce que LFI n'est plus dans l'arc républicain, tandis que le RN est dans l'arc républicain. Entre LFI et le RN, dit-il, je vote RN sans état d'âme. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est son point de vue. Il l'avait déjà dit, je ne le partage pas, il l'avait déjà dit d'ailleurs au moment de la dissolution, donc ce n'est pas une nouveauté pour Roger Carucci. Sauf qu'aujourd'hui, il appelle à un front républicain contre LFI. Mais moi, je pense que ni le Rassemblement national, ni LFI ne sont des partis avec qui il faut discuter et avec lesquels nous devons travailler. Moi, mon premier engagement politique, vous savez, c'est le 21 avril 2002.
sur les héritiers du Rassemblement national. Pour moi, les Le Penistes restent toujours à la tête de cette famille politique. Ils ont un héritage qu'ils portent et qu'ils ne renient pas. Et donc, je ne me sens pas en capacité de pouvoir travailler avec eux. Après, ce sont des représentants de la nation, des représentants des Français. Il faut les respecter en tant que tels. Donc, qu'ils soient reçus, qu'ils puissent porter un certain nombre de projets, qu'on puisse avoir des discussions dans le cadre d'un débat parlementaire. Je n'ai pas de problème avec ça et c'est tout à fait normal puisque c'est la démocratie. Jusque de là à en faire des partenaires pour un futur gouvernement, que ce soit LFI ou au Rassemblement national, c'est pas possible. Et pourtant, vous parliez de la poutre qui continue de travailler, mais on voit bien dans les déclarations que celle que Frédéric vient de citer, il y en a eu d'autres. Et il y a eu celle de l'interview de Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, dans le Figaro, qui adoubait en quelque sorte le Rassemblement national en disant qu'ils avaient le droit de gagner les élections. Il avait reçu Jordan Bardella. Est-ce que cette poutre de droite qui se rassemblerait, c'est-à-dire avec l'exemple d'une Mélanie en Italie, c'est-à-dire qu'une extrême droite et une droite qui peuvent... Mais c'est déjà un peu le cas. Avec le départ d'Éric Ciotti, ça a déjà été une partie des LR qui a franchi cette digue qui avait été fixée assez fortement par Jacques Chirac à l'époque. Donc oui, je pense qu'une partie de la digue a sauté entre les LR ou anciennes LR et le Rassemblement national. Après, moi, je pense qu'il y a encore des Chiraciens, encore des gaullistes dans notre pays, des gens qui estiment qu'il n'est pas possible de faire alliance et de travailler avec les héritiers de Jean-Marie Le Pen. Voilà, moi, c'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler. Ouais. Et je pense honnêtement que majoritairement, les électeurs de droite, les Français de droite qui se reconnaissent dans une droite républicaine, dans une droite attachée aux valeurs de notre République et au gaullisme, je pense qu'ils n'ont pas envie qu'on puisse se compromettre avec le Rassemblement national. Qui incarne le gaullisme pour vous aujourd'hui ? Je pense qu'Édouard Philippe incarne une partie des gaullistes, une partie de cette droite républicaine, Alain Juppé, toute cette... Oui, Alain Juppé... Tout à fait dans le jeu. Il est quand même, c'est un personnage écouté et important dans le monde politique. Il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Oui, je suis d'accord, mais moi je pense qu'il y a Gérard Larcher est un homme qui est très attaché au gaullisme et à la droite républicaine, qui a toujours maintenu les digues aussi avec l'extrême droite. Et je pense que c'est ce genre de personnage qu'il faut suivre, en tout cas pour les gens de droite. Le sujet, c'est quand même la place du centre. En tout cas, c'est ce qui doit vous interpeller. Est-ce que le centre n'est pas devenu aujourd'hui une sorte de coquille écrabouillée entre les pinces de deux extrêmes ? Ça a toujours été un peu le cas. Le centre a toujours été en difficulté. Oui, sauf que les deux extrêmes étaient moins importantes. Ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi, au-delà des deux extrêmes, il y avait des partis de gouvernement qui étaient forts. On avait d'un côté l'UMP, de l'autre côté le PS, qui étaient des vrais partis de gouvernement et qui assumaient une rupture avec les extrêmes à la fois de droite et les extrêmes de gauche. Et c'est plus le cas. Et donc c'est aussi cette digue qui a aussi bougé depuis 2017, ces poutres qui ont bougé depuis 2017, sur lesquelles moi je pense, et je crois que moi je venais de la gauche. Je suis rentré dans le projet présidentiel, dans ce dépassement des clivages, et j'ai appris à travailler avec des gens issus de la droite, avec Gérald Darmanin, avec Sébastien Lecornu, qui fait partie du même groupe que moi au Sénat. Et donc j'ai appris cela. Et donc je pense aujourd'hui que pour l'intérêt du pays, on a besoin de faire en sorte de travailler avec tous les gens qui ont l'intérêt de la France au cœur. Merci. Désolé, mais on est arrivé au terme de cette émission. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À bientôt.